premier bâtiment terminé mesure presque 400 mètres de long, 30 mètres de haut, et il peut emporter 20 000 conteneurs en acier. Concevoir ce navire, c'est comme jouer à un jeu vidéo. On démarre avec un île et à la fin du jeu, on tue le dragon. C'est-à-dire qu'on livre le bateau. Il est temps de sortir le porte-conteneur du dock pour les essais en eau. J'espère que vous allez bien. Les 6 remorqueurs mettent 3 heures à parcourir les 700 mètres qui séparent le dock. Je vois pas bien l'écran, donc je vais porter mes verres. Excusez-moi. Le bateau restera ici pendant 6 mois. Le temps pour les ingénieurs de vérifier que tous les équipements mécaniques et électriques sont prêts à être mis en service avant de le laisser rejoindre les 300 porte-conteneurs de la flotte chinoise. Ensemble, ils transportent 700 000 conteneurs sur Voilà, on est là maintenant. Donc j'espère que vous allez très bien. Bon, on va pas tarder. Nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas un mot. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures, El Padrino, ou bien Camari Deso. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour demander des comptes à Laurent Gbagbo. Oui, il faudrait que Laurent Gbagbo nous fasse le bilan. Il ne s'agit pas de dire votez-moi, on s'organise pour reprendre le pouvoir en 2020. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire le bilan aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens avaient confié leur pays à Gbagbo. Et on ne sait pas dans quel coup les rebelles sont rentrés en Côte d'Ivoire. On ne sait pas dans quel coup les Ivoiriens sont morts. On ne sait pas dans quel coup la Côte d'Ivoire n'a pas progressé d'un iota. On veut un bilan. On veut une explication de la part des membres du pays. Il ne s'agit pas de venir dire aux Ivoiriens, votez-nous, on est mobilisés. Non, 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 non. Que rebelles rentrent ou pas, c'est pas nous là, ça ne nous regarde pas. On sait qui on avait mis pour nous protéger. Et ce dernier, il doit nous dresser un bilan durant tout son règne. Durant tout son règne. Parce que la Côte d'Ivoire n'a même pas encore s'est même pas encore développée. La Corée du Sud, qui était au même pied d'égalité dans les années 70 et 80, sinon que la Côte d'Ivoire même était plus riche que la Corée du Sud. Aujourd'hui, on ne peut même plus comparer les deux économies. La Corée du Sud est devenue industrialisée, fatiguée, est devenue super riche. On parle de la Corée du Sud parmi les pays les plus riches du monde. Elle occupe une grande place mondiale. Pendant ce temps, nous sommes encore un pays du tiers-monde. On est encore dans l'histoire de PPTE. Pendant ce temps, eux, ils rayonnent. La lumière les éclaire. Gbagbo, qu'est-ce que tu as fait avec la Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Depuis les années 80, il empêchait la Côte d'Ivoire de se développer sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Tous les projets que Oufoué avait, Gbagbo utilisait les élèves pour boycotter toutes sortes de projets que Oufoué devrait mettre sur pied. Il a semé la zizanie. Il a semé la désolation. Il a semé le chaos en Côte d'Ivoire. Et il n'a jamais fait de bilan. Son combat des années 80 jusqu'en 2000, à sa prise de pouvoir, il n'a même pas dressé un bilan aux Ivoiriens. Il a pris le pouvoir dans le désordre encore. Tellement il adore le désordre. En 90, il voulait envoyer ce désordre. Mais il s'est vite ressaisi parce qu'il savait que c'était Oufoué qui était en face. Il avait même dit qu'il avait gagné les élections, mais c'est parce que Oufoué a volé. Et donc lui, comme Oufoué est son aîné, il veut pas confisquer la victoire d'Oufoué. Mais il sait que c'est lui qui avait gagné et que Oufoué avait volé. Regardez-moi ça. Lui, quand il part quelque part, il ne perd jamais. Tout ce qu'ils vont faire, il va dire c'est lui. La victoire lui appartient. La victoire est à lui. Il ne perd jamais. Mais quand c'est comme ça, tu deviens un danger pour la société. Donc en dehors de ça, Laurent Gbagbo n'a rien foutu. Gbagbo, on t'a confié notre pays en 2000. Fais-nous un bilan. Qu'est-ce que tu as fait en Côte d'Ivoire? Dans quel coup les rebelles sont rentrés en Côte d'Ivoire? Dis-nous.
Nous, on n'a rien à foutre avec rebelle est venu, rebelle a déstabilisé ton pouvoir, les rebelles t'ont empêché de gouverner. Quand on te donnait le pouvoir, il n'y avait pas de rébellion en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on soit clair. Je dis bien, le pays n'était pas divisé en deux. Lorsque Gbagbo, les Ivoiriens te confiaient le pays. La Côte d'Ivoire n'était pas divisée en deux parties. Les rebelles ne contrôlaient pas 60% du territoire. Au contraire, sur toute l'étendue du territoire, il y a eu des élections. Les élections de 2000, tous les Ivoiriens ont voté. Partout où ils sont, ils ont voté. En même du pays, dans le pays, ils ont voté. Aucun rebelle ne contrôlait le territoire ivoirien. Les Ivoiriens t'ont donné le pouvoir. Et de façon désordonnée. Parce que c'est dans les rues on t'avait donné le pouvoir. Tu es venu, tu as prêté serment. Tu nous as promis. Une promesse est une dette. Tu nous as promis. Chers frères, chers soeurs, chers parents ivoiriens et ivoiriennes, je prends le pouvoir. Je vais garantir votre sécurité. Je ferai tout pour que l'Ivoirien mange à sa faim. Je ferai tout pour développer la Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien puisse être respecté partout dans le monde. On a acclamé bra, bra, bra. On dit bravo, bravo. On dit voilà un Woody. C'est lui-là on appelle garçon. 2 ans après, voilà la rébellion qui rentre. Gbagbo, dans quel coup tu as laissé rebelle rentrer en Côte d'Ivoire? Gbagbo, dans quel coup tu as laissé les rebelles? Dis-nous, il faudrait que tu nous fasses un bilan parce qu'on attend ton bilan. Tu as laissé les rebelles massacrer les Ivoiriens partout. En commençant au nord, ils ont massacré les Ivoiriens du nord. Ils sont descendus à l'ouest, l'est, en passant par le centre jusqu'au sud. Ils ont massacré tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Sans que Laurent Gbagbo ne bronche, sans que Laurent Gbagbo ne nous fasse un bilan. Mais quel est ce monsieur? Et maintenant, ils sont là, on s'organise pour prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas des petits idiots. L'Ivoirien n'est pas un idiot, l'Ivoirienne n'est pas une idiote. On a les yeux ouverts. Tu ne peux pas confier ta société à un individu. Cet individu fait un échec sur tous les plans. Et vient encore vers toi pour dire, pardon, finance-moi, je vais encore gérer l'autre société. Mais fais-moi le bilan de la première société. Je t'avais confié ça. Ah, oui, avec tous les atouts. Je t'ai confié la société de gérer. Tu m'as dit que tu allais bien gérer la société. Tu m'avais promis des merveilles. Et si tu chutes? Si la société ne progresse pas, mais tu dois me faire les comptes rendus. Mais tu ne me fais pas les comptes rendus. Et tu viens encore me demander de te donner encore une autre société. Mais tu me prends pour un couillon. Parmi vous, qui peut faire ça? Tu travailles à la sueur de ton front. Et tu regardes au pays là-bas, tu dis, ah, je vais investir. Tu investis quelque part et tu confies ton business à quelqu'un. Et ce dernier, tu dis, est-ce que je peux compter sur toi? Il dit oui. Il jure devant la terre et le ciel. Il dit, tu peux compter sur lui. Tu dis, petit, ou bien ma soeur, est-ce que... Oh, faut pas. Tu peux compter sur moi. Tu lui tournes le dos. Quelques mois après, la personne te dit, non, j'ai chuté. Ah, comment tu as fait pour chuter? Et la personne ne te dit pas clairement ce qui s'est passé. Pourquoi la personne a chuté? Et la personne vient encore. Et tanti, est-ce que tu peux m'aider encore? Parce que j'ai vu quelque chose, j'aimerais investir là-bas, j'aimerais faire ça. Mais est-ce que, ma soeur, tu as une idiote pour lui donner encore? Mon frère, est-ce que tu as une idiote encore pour lui donner l'argent pour qu'il puisse financer ses ambitions? Sachant bel et bien que la première demande qu'il t'avait faite, il ne t'a même pas encore fait le bilan. Vous comprenez? Donc c'est ça le cas du pays. Vous pouvez beau crier, vous pouvez accuser les rebelles. Moi, je m'en fous des rebelles. Rebelle a attaqué la Côte d'Ivoire, rebelle n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Moi, complet, je sais que moi, plus mes parents, on avait installé en Côte d'Ivoire un homme appelé Laurent Gbagbo. C'est à ce dernier qu'on avait confié notre pays. Et ce dernier a choisi une équipe pour travailler avec lui. Donc, si le pays a été déstabilisé, si les Ivoiriens ont été tués, c'est ce dernier qu'on doit demander. Dans quel coup tu as laissé les rebelles massacrer les Ivoiriens? Il faudrait que ça soit clair. C'est ça, c'est là-bas on vous attend. Gbagbo, tu avais promis les merveilles aux Ivoiriens, que tu allais développer la Côte d'Ivoire. On ne voit rien. On ne voit rien. Aucun investissement venant de ta part.
Rien du tout en Côte d'Ivoire. Gbagbo, fais-nous le bilan. Tu nous avais promis l'investissement. Tu nous avais promis la sécurité. Tu nous avais promis une vie sociale paisible. Tu nous avais promis l'assurance maladie universelle. Mais rien du tout, Gbagbo. On t'a fait quoi? Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu nous as blagué? Pourquoi tu t'es comporté comme ça face aux Ivoiriens? Pourquoi tu n'as pas fait un bilan? Et pourquoi c'est vous qui accusez tout le temps? Mais nous aussi, on peut vous accuser. Ah, mais oui. Vous pouvez accuser Ouattara a fait ceci, mais nous, peuple ivoirien, on peut vous accuser. Parce que vous nous avez menti. Vous nous avez menti, vous nous avez blagué. Vous nous avez roulé dans la farine. Vous nous avez traîné dans la boue. Et le peuple ivoirien attend une explication fiable de votre part. Je pense que l'Ivoirien ne doit plus faire une petite erreur. L'Ivoirien n'a plus le droit de faire une erreur. C'est fini ça. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le monde évolue. C'est la concurrence du développement dans ce monde entier. Chaque pays doit se battre. Et de nos jours, au 21e siècle, pour confier un État à un homme, on doit bien regarder l'homme. On ne confie pas un État à n'importe qui. Non, on doit faire des calculs. On doit bien regarder les personnes à qui on confie nos choses. Ma soeur, quand tu veux faire ton business, est-ce que tu fais business à n'importe qui? Avant de faire le business, il faut avoir confiance à la personne. Il faudrait que tu sois rassuré que cette personne-là, si on commence le business, la personne ne peut pas me doubler. La personne ne peut pas me voler. La personne sera là, va me faire tous les comptes rendus. C'est dans ça, tu peux maintenant prendre ton argent pour dire, petit ou bien ma soeur, on fait ça. Même si la personne n'a pas les moyens. Et que toi, tu as les moyens. Mais il faudrait que tu aies la confiance à la personne. Dès que tu as confiance à la personne, avec tes moyens là, vous pouvez commencer quelque chose tout de suite. Une fois que la personne est déterminée et que toi, tu as les moyens, mes frères, l'affaire prospère. Et là, la personne ne peut pas te doubler. Mais tu n'as pas confiance à quelqu'un. Et puis, tu lui confies ton business, tu investis. Et si la personne te double, te fait un maga taper, tu fais comment? Tu vas pleurer. Mais c'est ce que Laurent Gbagbo nous a fait. On ne connaissait pas ce monsieur. Il a tellement... C'est-à-dire, il ment tellement. Il a l'oratoire. Et quand il ment, tu penses qu'il dit la vérité. Tout le monde a eu confiance à lui. On dit, voilà Wouditi. Voilà garçon. Woudi de maman. Tout ça, ce sont ses surnoms. Hein. On l'a pris au bout. On dit Gueye est mauvais. Alassane est mauvais. On dit Bédi est mauvais. Même les autres concurrents, on ne les voyait même pas. On dit Gbagbo, 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 Gbagbo. On l'a mis, gars, vraiment. Gars, Gbagbo attendait notre argent pour devenir milliardaire. Et nous jeter la pauvreté. Nous jeter la mort. Nous jeter le chaos. Nous jeter l'exil. Ce monsieur, et il n'a même pas encore fait son bilan, il est là. Et lui, il en pense avec Afin Guessa, mais il n'a pas honte. Ils ne nous ont pas encore fait un bilan. Et ce sont eux qui demandent aux Ivoiriens de se mobiliser parce qu'ils veulent prendre le pouvoir en 2020. C'est que les 10 ans là, vous avez foutu quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Qu'est-ce que vous avez foutu? Et puis vous nous demandez de vous donner encore le pouvoir. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? 10 ans et demi. Parce que n'oublions pas, Gbagbo a régné 10 ans et demi. Parce qu'il a laissé le pouvoir en 2011. Il faudrait que ça soit clair. Il a régné 10 ans et demi. Il n'a rien foutu. 10 ans et demi. Rien n'a avancé. Donc, dorénavant, Ivoirien, Ivoirienne, ne sois plus ignorant, ne sois plus ignorante. Avant de choisir ton candidat aux élections présidentielles, regarde bien, fouille bien dans le passé de la personne. Il ne faudrait plus que tu te trompes. Lui qui crie beaucoup, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment rassurant. Une personne, un candidat qui crie sur tous les toits est un danger. Tout simplement, il va te fasciner, il va te séduire. Tu penses qu'il est dynamique. Or, en réalité, c'est un gros voleur. C'est un braqueur de banque. Ah oui, c'est un détournement de fonds publics. Faisons très attention. Qu'est-ce que Gbagbo ne nous a pas montré ici? Non seulement il a braqué les banques en Côte d'Ivoire. Braqué BCAO. Avec les Siapopo, ils ont fait un complot. Où Siapopo a pris les fourgonnettes de l'État. Braqué ça. Ils sont sortis à des milliards de francs CFA.
L'affaire n'est pas partie devant. L'Afrique de l'Ouest était obligée de changer la monnaie, le franc CFA, à cause de ce braquage. Au milieu même du plateau, en plein centre de la capitale, où même il y a le palais présidentiel, il y a la garde républicaine, je dis garde républicaine, il y a le camp de, comment on appelle ça, l'état-major des armées, non loin de là. Ils n'ont rien vu dedans, rien du tout. Le plateau qui est sécurisé, parce que c'est là-bas le président, il part au travail. Ils n'ont rien vu dedans. S'il y a Popo et ses amis ont pris l'argent, parce que le gouvernement a fait un complot. Ils ont pillé nos milliards, ils sont sortis. Quand ils volent, c'est toujours au Ghana, ils partent. Raison pour laquelle, lors de la crise, ils ont fui. C'est au Ghana, encore ils sont partis. Donc, les SIA Popo avaient déjà tracé les voies. Voler ou partir, c'est au Ghana. Eux tous, quand ils volaient, c'est au Ghana, ils partaient. Vous voyez maintenant la vérité. Non seulement il a braqué les banques de Côte d'Ivoire, en dehors de ça, il n'a même pas sécurisé les Ivoiriens. Il a laissé les rebelles assassiner des milliers d'Ivoiriens. Et il est là, il porte des gros verres noirs. Et il dit, je vois leur dos. On ne t'a pas demandé de voir leur dos. On dit, il faut garantir la sécurité des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne t'ont pas dit de leur dire que tu voyais leur dos, Gbagbo. Pendant qu'on te donnait le pays, la Côte d'Ivoire n'était pas divisée. Donc tu ne peux pas faire ta part pour dire je n'ai pas pu développer le pays parce que j'étais confronté à une rébellion. On ne t'a pas donné le pays avec des rebelles. On t'a donné le pays qui était sans rebelles. On t'a donné une Côte d'Ivoire qui était unie. Une Côte d'Ivoire qui n'était pas divisée. Maintenant, dans quel coup c'est divisé? Dans quel coup les rebelles ont paru? Gbagbo, fais-nous un bilan. Dans quel coup tu n'as pas pu développer le pays? Gbagbo, fais-nous un bilan. Il ne s'agit pas de dire, mobilisez-vous, en 2020, on va prendre vous prenez le pouvoir pour faire quoi encore? Pour nous amener encore en rébellion? Pour piller encore, pour braquer les banques de la Côte d'Ivoire? Pour encore créer le désordre? Pour encore chercher les petites filles? Pour ne rien construire en Côte d'Ivoire? Nous ne pouvons plus accepter cela. À un moment donné, quand tu supportes ton client, il faudrait que tu t'asseyes pour faire le bilan avec ton client. Même quand tu travailles avec quelqu'un, si tu es un patron, qui est un patron ici? Qui a un patron ici qui me regarde? Quand tu as un patron, ton patron, et que tu gères les mouvements de ton patron, il ne te demande pas les comptes. Tu ne fais pas les comptes avec ton patron, mais vous faites les comptes. Les calculs. Quand ça manque, mais tu as un problème avec un patron. Au moment où tu sais que le patron, il te demande des comptes. Ou bien toi-même, tu dis, patron, viens, on va faire les comptes. Et le patron vient, vous faites les comptes. Il faut savoir aussi que quand tu suis un leader politique, il faut aussi lui demander des comptes. Mais c'est clair. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche à votre Gbagbo? Vous refusez qu'on touche à Gbagbo. Vous refusez qu'on parle de lui. Mais Gbagbo a été le patron de tous les Ivoiriens à un moment donné. Et donc, quand le patron il gère mal la société, mais il faudrait qu'on lui demande, patron, mais la société là, c'est comment? On ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. Quand tu travailles dans une société que la société ne va pas bien, mais les travailleurs, les ouvriers se mobilisent pour voir le directeur, le DG de la société, ils voient le patron. Mais le patron ne comprend plus rien. Dans ces temps-ci, la société ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous demandez des comptes au patron. Pourquoi ne voulez-vous pas que les Ivoiriens demandent des comptes à Gbagbo? Parce qu'à un moment donné, il a été le patron de tous les Ivoiriens. Il a gouverné le pays. Et lorsque tu gouvernes un pays, tu es le patron, non seulement le patron, mais le père de tout le monde. Et quand dans une famille, ça ne va pas bien, c'est la responsabilité du père. Quand les enfants s'entretuent, c'est que le père, à un moment donné, il a été ignorant. Donc, vous faites asseoir le père pour lui demander, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il se révolte? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu leur as fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé et puis tu as refusé? Pourquoi ils se bagarrent? Pourquoi les enfants se bagarrent entre eux? Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que tu dois faire pour empêcher cela? Est-ce que Gbagbo, on lui a posé toutes ces questions? On est là à accuser les rebelles ont fait guerre. Mais pourquoi les rebelles ont fait la guerre? On ne sait pas. On ne sait pas, mais demandez à Gbagbo aussi. Il sait. Parce qu'il était là, il causait dans les coulisses avec eux. Pourquoi
Pourquoi il n'a pas voulu négocier lorsqu'ils étaient au Burkina? Mais demandez à Gbagbo. Il sait pourquoi il a refusé de négocier. Et il a dit, je les attends ici. Quand ils vont venir, je vais les mater. Sachant bien qu'il n'a même pas les armes, il dit, je les attends. Il comptait sur quoi et puis il voulait mater les rebelles. Qu'il nous fasse le bilan, Gbagbo. Donc, à un moment donné, on ne peut pas accuser les rebelles durant le reste de notre jour, de nos jours plutôt. À un moment donné, on doit aussi accuser Gbagbo. Gbagbo est responsable des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est responsable des milliers de morts. Il est responsable de la division au sein des familles ivoiriennes. Il est responsable des milliers d'exilés. Il est responsable des porteurs disparus. Il est responsable du chaos en Côte d'Ivoire. Il a été un mauvais père, un mauvais exemple. Ce n'est pas un dirigeant exemplaire. Vraiment, je demande au reste des pays africains de ne jamais avoir le malheur de mettre au sommet de leurs États un homme comme Gbagbo. Parce qu'ils vont le regretter. Gbagbo, vraiment, il a été la pire catastrophe de l'histoire de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un exemple. Et la Côte d'Ivoire a eu le malheur. 11 ans, pour ne pas dire 10 ans et demi de gérance, Gbagbo n'a rien foutu. Nous avons perdu au moins 10 ans gratuitement, sans rien faire, sans développer le pays. L'économie était à plate. Un homme comme ça. Mais ça fait mal, ça fait pitié. Regardez la Corée du Sud. Les gens là, vraiment, ils sont dans une autre dimension qui ne peut pas les attraper. Technologie eux-mêmes, là, il n'y a pas. Et en Côte d'Ivoire, c'est nous qui courons derrière Samsung. Et pour moi, là, c'est Samsung. Mais ce pays-là souffrait au même titre que la Côte d'Ivoire dans les années 70-80. Mais c'est parce qu'ils ont eu des leaders révolutionnaires, des leaders capables, qui savaient où était le mal de leur pays, qui ont attiré tous les autres États du monde à aller investir en Corée du Sud. Beaucoup ont investi là-bas. Tous les États du monde ont investi. Ils sont à la pointe de la technologie. Quel est ce président? Gbagbo. On te demande de faire venir les gens investir et il met des barrières. Il en parle avec tout le monde et il pense que c'est dans ça. Il n'est même pas capable de fabriquer sa propre monnaie et il en parle avec tout le monde. On te dit de venir gérer l'État. On ne t'a pas dit de venir faire parler avec tout le monde. Il ne connaît même pas, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle négociation. Et c'est lui qui invente des mots. Ah, c'est on est, mais il ne peut même pas s'asseoir et discuter. Il était en palabre, en conflit avec le reste du monde. Quel est ce président ignorant? Mais voilà, Ouattara. Je remercie Alassane. Vraiment, on a rattrapé quelques années, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup, il faut accorder assez de temps à Alassane pour qu'il puisse mettre la Côte d'Ivoire à la pointe. Pour que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays rayonnants du monde. Si on avait eu Alassane comme président depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui 2019, je pense que aucune ville en Côte d'Ivoire n'allait ressembler à Dubaï. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire allaient être comme Dubaï. Ça allait être comme les villes européennes. Mais on a eu des feignants comme Gbagbo. 10 ans et demi, sans rien, sans même planter aucune petite brique. Allez-y à Mama, vous allez voir. Dans son propre village. Ce village n'était même pas bitumé. Là où il a sa propre maison, sa maison familiale, vous partez à côté, les autres, ils dormaient dans des maisons en banco. Est-ce que vous comprenez ça quand même? Toi, tu es responsable du village. Tu viens du village. Toi, chez toi, tu as déposé une grosse villa. Et ton voisin, il dort dans une maison en bois. Et quand tu viens, les gens, ils dansent. Clic, 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 ils dansent. Mais tu es incapable même de bitumer truc dans le village. Il a été incapable de mettre un petit dispensaire dans son village. Je dis bien, maman, allez-y là-bas. Rien du tout. Il n'a même pas bitumé la voie qui quitte à maman pour aller à Gagnoa ville. Rien. Il n'a même pas mis un petit dispensaire, aucun marché. Il n'y a que dans sa propre cour familiale qu'il a mis maison. Une villa et les autres, il les a laissés.
Pour aller dans son village, il prend un hélicoptère. Vous trouvez cela normal? Et c'est comme ça qu'il a fait partout en Côte d'Ivoire. Il n'a rien développé. Quelqu'un qui est capable de développer son propre village, mes frères, ce n'est pas toi ton village, il va aller développer. Donc tu attendais quoi de lui? Rien. C'est un échec total. Il était en Côte d'Ivoire, il pense que Abidjan était maintenant chez ses parents. Il pense que Abidjan, donc tout était basé sur Abidjan. Toutes les petites filles étant. Il ne faisait rien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut maintenant respirer un peu parce que nous avons eu la chance d'avoir un président brillant, rayonnant, intelligent, intellectuel. Ah oui, cultivé. Qui est respecté même sur le plan international, qui est respecté par tout le monde. Aucun président aujourd'hui ne manque de respect à Alassane parce que tous les présidents du monde savent qui est Alassane. Ils connaissent l'intellectualisme d'Alassane. Ils savent de quoi Alassane dispose. C'est le respect total. Même quand il envoie quelqu'un comme ça, ses envoyés même en mettent des tapis rouges. Sinon, ce sont des tapis en cassiel. Plusieurs couleurs pour dire on a beaucoup de respect pour votre président. Ces tapis en cassiel, même on déroule. Pour eux. Ce sont ces gens de présidents qu'on veut. 8 ans seulement, pour ne pas dire 7 ans. Alassane a battu le record de l'histoire des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Dites-moi le nom d'un président de l'Afrique de l'Ouest qui a pu réaliser ce qu'Alassane est en train de réaliser en moins de 7 ans. Dites-moi le nom d'un président de l'Afrique de l'Ouest qui a pu faire ce qu'Alassane est en train de faire. Aucun nom, rien. Tout ce que vous citez comme des panafricains, ce sont des noms des grands gueulards qui n'ont rien foutu. Thomas Sankara, il n'a rien foutu. Qu'est-ce qu'il a apporté au Burkina? Rien. Il n'a apporté que les paroles. Il a parlé dans les oreilles des gens, il n'a rien réalisé. Voilà. Vous parlerez de Sékou Touré. Non, c'est un panafricain. Il a fait quoi en Guinée? Il n'a rien foutu. Ce qu'Alassane a fait, vous ne pouvez pas comparer ça aux travaux de Sékou Touré. Sékou Touré, c'est l'obscurité devant Alassane. Alassane est sa lune. Il doit, même je sais que son cadavre, là où il est couché, s'il voit Alassane, il doit se mettre même en genoux. Blaise Compaoré qui a régné pendant 25 ans, pour ne pas dire 30 ans, qu'est-ce qu'il a apporté au Burkina? Alassane, en moins de 7 ans, il a battu le record. Il a dépassé même les réalisations de Blaise Compaoré au Burkina. Et Blaise Compaoré, il a encore dit, il voit Alassane et il respecte Alassane. Il se demande, mais comment ce monsieur, il arrive à faire ça? Tous les présidents maliens bien associés, ils n'atteignent même pas la cheville d'Alassane en matière de réalisation. Il est au point. Gbagbo plus au Gueye, plus au Bédier, ils n'atteignent même pas l'orteil d'Alassane Ouattara. Additionnez-les. Et faites une liste de la réalisation. Et nous allons faire une liste des réalisations d'Alassane en moins de 7 ans. On va comparer pour voir qui a réalisé assez. Et vous allez quitter là la honte. C'est-à-dire, Bédier, les réalisations de Bédier, plus sur les réalisations de Gueye, plus sur les réalisations de Gbagbo, ça n'atteint même pas les réalisations d'Alassane. Vous allez quitter là avec une grande honte. Même si on leur demande encore de gouverner 10 ans encore, ils ne vont même pas atteindre ce que Alassane a fait en moins de 7 ans. Lui, si ce n'est pas un génie, si ce n'est pas un extraterrestre qui s'est transformé en un être humain pour venir parmi nous et sauver la Côte d'Ivoire, je ne vois pas qui il est. Alassane, ce n'est pas un homme. C'est un génie. C'est un génie. C'est un homme venu d'une autre planète qui s'est fait homme pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait assez de plaisantins. Et avec ça, Gbagbo voulait encore gouverner le pays 5 encore. Maintenant, on allait devenir le Bangladesh. On allait devenir la Somalie de l'Afrique. Mais dis donc, Gbagbo voulait notre mort. Il voulait que les Ivoiriens soient là et puis maigris comme de brindilles de balai. Mais Gbagbo était un danger. Gbagbo a été un danger pour les Ivoiriens. Des gens n'arrivaient même plus à manger à la fin. En Côte d'Ivoire, c'était la galère partout. La malnutrition. Moustiques piquent les gens ici, palud tue les gens ici. Les salubrités, les gens sont asphyxiés par de mauvaises odeurs.
les eaux usées partout, la gale. Sida pleuvait sur la Côte d'Ivoire. C'est autant de Gbagbo que le sida s'est multiplié en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de débat là. En quelle année le sida a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire? Mais c'était autant de Gbagbo. Mais pourquoi le sida est venu en Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo encourageait le sida. Il finançait même les prostituées. Il partait même danser avec elles à la rue Princesse. Mais comment le sida ne va pas se multiplier? On dit, ah, voilà un président, il est dans le pays là, lui-même il encourageait les prostituées. Et lui-même il appelait, il faisait venir les prostituées dans son palais. Un président comme ça, mais qu'est-ce que les Ivoiriens... Et il a fait que beaucoup d'Ivoiriens ont été contaminés. Ils ont eu le sida, beaucoup sont morts. Les grands artistes, Gbagbo est un diable. Gbagbo est un diable, c'est un démon. Il n'était pas venu sauver la Côte d'Ivoire. Il était venu détruire notre société. Oui, il était venu détruire notre société. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Plus jamais de confier la Côte d'Ivoire à un vaurien comme Gbagbo. Jamais. Vraiment, ça a été un malheur et c'est déplorable. Je regrette. C'est fini ça. Les gens comme Gbagbo, faites le bilan. Faites le bilan, Gbagbo. Il ne s'agit pas d'être sur les réseaux sociaux pour dire on aime Gbagbo. On adore Gbagbo. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Oui, Gbagbo ou rien. Gbagbo a fait quoi? Question. Non, rébellion. Qui a laissé la rébellion rentrer? Question. Il répond à ces questions, mes frères. Non, ils ont divisé le pays. Comment ils pouvaient travailler? Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, est-ce que le pays était divisé? Question. Sinon, alors, qui était là? Qui devrait protéger la Côte d'Ivoire? D'autres diront, non, tu es malade, tais-toi. Et tu ne savais pas que c'était le combat? C'était les impérialistes contre Gbagbo. Ah, donc, quand ce sont les impérialistes, il n'y a pas de solution. On n'empêche pas les impérialistes d'envoyer un pays. C'est qu'il n'est pas un président. Pendant ce temps, vous nous avez fait croire qu'il était un génie politique. Ah, donc un génie politique, il n'arrive même plus à contrecarrer ses ennemis. Il ne sait pas comment faire. Le monde se limite sur les impérialistes. Il n'y a pas d'autre pays à part les impérialistes. Quand tu sais qu'il y a les ennemis en face, tu fais quoi? Tu cherches aussi tes amis. Tu cherches aussi d'autres qui peuvent te protéger. Ils ne savaient pas. Un génie politique qui ne sait même pas comment on fait pour empêcher des forces extérieures d'envahir ton pays, tu ne sais pas. C'est que tu n'es pas un génie politique. Tu es nul politiquement. Et il a été nul. Et c'est ce qu'on vous dit. Que votre leader a été nul. Comment se fait-il que un homme qui se dit avoir l'amour de son prochain, un homme qui aime son pays, un homme qui aime sa patrie, envoie enfants des gens dans les rues pour se faire massacrer et tuer. Pendant ce temps, il demande à ses proches de fuir. Mais Gbagbo, tu es satanique. Gbagbo, tu es un démon. Toi, tu demandes enfants des gens de venir. Et pendant ce temps, tu organises la fuite de tes amis. Tu dis quitter le bunker, fuir les yeux au Ghana. Et tu leur donnes des valises d'argent. Tu leur donnes des sacs d'argent. Tu leur donnes trop d'argent. Et puis ils fuient tous au Ghana. D'autres, ils s'en vont aux États-Unis. D'autres au Togo, d'autres en Afrique du Sud, d'autres en Guinée. Mais Gbagbo, tu es un démon. Donc tes amis là, ils ne doivent pas mourir. Mais ce sont les autres qui devraient mourir. Ce sont les enfants des autres qui devraient mourir. Et tu laisses, démon que tu es, tu laisses enfants des gens au jardin, tu fermes ton bunker. Et tu es là-bas, toi tu es protégé, ta famille. Et enfants des gens, ils sont oh, vraiment, ils sont dans le jardin et les balles pleuvent sur eux. On largue des bombes sur eux. Pendant ce temps, Gbagbo a fermé le bunker. Mais tu es un démon. Pourquoi n'a-t-il pas dit aux gens de partir aussi à la maison? De la manière tu as sauvé la fille à ta femme. Simon Gbagbo, sa fille était là-bas. Tu lui as demandé de fuir. Tu as demandé à Nyakabi Belson de quitter aussi le... Et ce jour-là, beaucoup sont partis. Tu leur as demandé de partir. Et tu as demandé aux jeunes de rester là. Mais tu es un démon. Tu as poussé enfant des gens à la mort. Et toi, tu es là maintenant. Tu es là et toute ta famille. Personne n'a été touché. Ta famille est au complet. Et famille des gens ont péri. Et tu trouves ça normal. Tu n'as même pas encore fait le bilan.
Tu t'es même pas encore adressé à ces milliers de personnes. Et c'est toi qui fais palabre. Gbagbo, ta bouche est cousue en Belgique là-bas. Gbagbo, ta bouche, si je connaissais chez toi, j'allais partir pour gifler ta bouche là-bas. Peut-être ils allaient m'arrêter pour me mettre en prison. Je vais dire, je vais voir Gbagbo. Mais attends, je vais partir faire les démarches. Et voir Gbagbo, si on me donne l'occasion, c'est ta bouche, gifler coup de poing. Et puis ils vont m'arrêter pour me mettre en prison. Toi, tu es un démon. On doit te donner beaucoup de points. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières? Des gens sont morts à cause de toi. D'autres ont été condamnés, d'autres sont encore en prison à cause de toi. Et tu es assis en Belgique là-bas. Tu ne peux même pas tenir un discours. On sait que tu n'as rien foutu, on sait. Nous savons que tu n'as rien foutu. On sait que tu n'as pas pu protéger les Ivoiriens. Nous savons cela. On sait que tu n'as même pas construit la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas investi en Côte d'Ivoire. Nous savons. Sur le plan social, tu n'as rien foutu. On sait aussi que tu as braqué des banques. Nous savons cela. On sait que tu cherchais des femmes, on sait ça. Mais tout ce que les Ivoiriens ils veulent, il faut faire un discours pour remercier les familles. Les gens qui sont morts là, leur famille là, tu ne les remercies pas. Les gens, ils souffrent dans leur cœur. Ils sont morts à cause de toi. Et tu les laisses, tu les abandonnes, tu es assis là-bas. Et tu fais guerre. Non, je vais contrôler le pays. C'est là-bas on t'a envoyé. On dit qu'il faut tenir un discours pour remercier les familles des gens. Ces gens-là sont morts. Voilà les militaires encore qui sont encore en prison. Les Dogo bleus, ils sont encore en prison. Les abeilles, ils sont en prison. Les CKCK, ils sont encore en prison. Et je ne peux pas même finir de citer. Les BT là, eux, ils ne voient pas ça. Hein. Vos parents BT, ils sont encore en prison. Les militaires BT là, beaucoup sont remplis en prison comme ça, à cause de qui? À cause de votre Gbagbo. Mais ça, vous tapez l'œil. Parce que eux, ils ne comptent pas pour vous. Mais ce sont aussi des BT. Hein. Et Gbagbo, il s'en fout. Il vient de la prison. Il est là. Il lutte. Il veut contrôler le pays. Lui, il veut être candidat. Pendant ce temps, les gens, ils souffrent. Les milliers d'individus qui ont péri sur le champ de bataille. Nous, on était là-bas. Je dis bien nous. Je suis bien placé parce que je suis un exemple palpable. On était là-bas. Aujourd'hui, si je n'aime pas le crâne de Gbagbo, mais c'est ça. Parce qu'avant, on avait cru que Laurent Gbagbo était un homme exemplaire. On était prêt même à mourir pour lui. Je dis bien, on était prêt à mourir. Moi, ils ont failli me buter, les FSI là. Sur le boulevard, quand on quitte Trècheville, quand on quitte Trècheville et qu'on va vers Plateau là, on était sur le boulevard. Et puis voilà un cortège des FSI qui a apparu. Heureusement, on n'était pas armés. Ils nous ont mis sur le goudron. En ce temps, il y avait déjà les combats au plateau là-bas et on se dirigeait vers là-bas. Ils nous ont fouillés, ils n'ont rien trouvé. Ils nous ont giflé. Et puis ils disent, hey, partez. On a fait comme si on partait, on s'est retourné, on a continué notre chemin. Mais imaginons qu'ils nous trouvaient avec des armes, on était morts ce jour, ils allaient nous arroser, waouh, et puis on mourait. Pendant ce temps, il y avait des groupes qui étaient déjà partis, qui étaient déjà au plateau. D'autres, ils ont battu d'autres sur le pont. Parce qu'il y avait d'autres, comment on appelle, d'autres FSI qui ont vu un groupe d'individus sur le pont. Ils ont cru que ces gens-là étaient armés. Donc, ils les ont allumés. C'est après ça qu'ils se sont rendus compte que c'était des civils qui partaient devant la maison de Gbagbo pour soulever les mains dans le but d'empêcher l'armée française de frapper. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils disent, venez. Si l'armée française vous voit les mains nues, elle ne va pas tirer. C'était un piège. Gbagbo est famille. Gbagbo est ami. Gbagbo et sa bande, ils avaient tendu un piège aux jeunes Ivoiriens. Beaucoup ont été massacrés. Dieu merci. Que quand nous les autres, on a vu clair dedans, on a dévié pour aller à Yopougon direct. On n'est plus monté à Cocody. On dit, là, c'est que nous voyons là. L'armée française qu'on n'est pas civile, on ne pouvait plus se retourner à Makori. On était obligé de continuer à Yopougon. On est parti sur Yopougon. On est là-bas, voilà encore combat qui arrive là-bas, c'était mou. On a vu des choses. On n'a pas parlé. On a vu beaucoup de choses qui se sont déroulées là-bas, mes frères.
il y avait des Libériens. Je vous le dis aujourd'hui, je vous dis, il y avait des Libériens à Yopougon et je les ai vus, moi, complets. Voilà, donc ce n'est pas un débat. Ils ne comprenaient même pas le français et ils étaient là, sur les barrages. Parce que nous, les autres, on a aussi participé à certains barrages de la Côte d'Ivoire, mais on n'était pas armés. Mais ces Libériens, eux tous, ils étaient armés. Et ils se cagoulaient. Ils se cagoulaient. Mais ils étaient là-bas, les miliciens de Gbagbo. Donc, ceux qui sont là en train de défendre Gbagbo, il n'y avait pas de miliciens. Il y avait bel et bien des miliciens. Même le combat qu'il y a eu à PK-18. Parce que c'était, je vais vous expliquer, qui est Gbagbo? Il a assassiné des Ivoiriens. Il n'a rien foutu. Il a piégé son peuple. Son peuple est mort sous les balles françaises. En dehors de ça, il allait avec ses mercenaires pour assassiner d'autres Ivoiriens, et précisément à Bobo. Je vais vous raconter. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, la BAE a intervenu à Bobo. Je pense que s'il y a des abobolais ici, ils savent de quoi je parle. La BAE a intervenu, mais avant l'arrivée de la BAE, c'était les policiers qui faisaient, comment on les appelle, la sécurité dans la ville, là, qui se faisaient mater par le commando invisible. En dehors de ça, il y a eu cette police qu'on appelle CRS. Les CRS sont partis. Il y a eu affrontement. Les CRS ne pouvaient pas sur le terrain. La BAE a appelé pour dire reculez-vous. Retirez-vous de là où vous êtes. Nous allons rentrer. Et la BAE est rentrée sur Abobo. Ce jour-là, Abobo n'a pas dormi. Ils ont pilonné Abobo. Ce jour-là, c'est ce jour-là, il y a eu assez de déplacements. Les Abobolais ont commencé à fuir Abobo. Et les rebelles ne comprenaient pas c'était quelle armée qui était partie. Mais parmi les membres de la BAE, il y avait des milliers de Libériens qui étaient dedans, à qui ils ont donné des tenues. Des tenues de la BAE qui étaient impliquées parmi les membres de la BAE. Et quand eux, ils sont rentrés avec d'autres Ivoiriens qui faisaient partie de la BAE, ils étaient sans pitié. Et ils n'ont pas peur de la mort. Ils étaient prêts à mourir. Donc, ce jour-là, ils ont poussé même les rebelles jusqu'à vers Quartier Soleil. Je pense que beaucoup ils connaissent Quartier Soleil. Il y a un gros trou comme ça. Les rebelles sont partis, ils les ont repoussés. Ce jour-là, les Abobolais ont déménagé d'Abobo. Il y avait des miliciens libériens qui étaient là-dedans. C'est eux qui ont lancé cet assaut en complicité avec la BAE. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup sont morts ce jour-là. Il y a eu assez de civils qui ont été bombardés, qui ont été assassinés. Mais nous, les autres, on ne voulait pas parler. On défendait, on dit qu'il n'y avait pas de miliciens. Et on a passé tout notre temps à accuser les rebelles, oui, un commando invisible, mais en réalité, on savait des choses. C'est parce qu'on ne voulait pas parler. Donc, voici votre assassin Gbagbo. Il y a un Libérien même qui avait pris balle. Il y avait un couloir comme ça. Les rebelles, il y avait, je ne sais pas, un champ de bananeraies qui était là. Donc, il y avait des bananiers qui avaient des feuilles mortes et d'autres feuilles fraîches. Le Libérien, il allait sur le mur. Il voulait tirer. Oh, le rebelle l'avait déjà vu. Au moment où il faisait sortir sa tête pour tirer, il a limé ici, là. Il a limé le menton. C'était déplacé. Il a mis les balles là-dedans. Et il a pris une balle là, dans son ventre. Il souffrait. Pour reculer maintenant, c'était chaud. Parce que derrière, encore, il y avait des combats. Mais ce dernier, il est mort. D'ici, ils vont l'enlever à Bobo pour l'amener quelque part. Il ne pouvait plus tenir. Le sang finissait tellement. Il y avait un jet saccadé de sang. Ça jaillissait, et il est mort. Il est mort. Ils n'ont même pas fait un truc pour dire, lui là, il est mort. Ils n'ont pas fait un carnet de, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand quelqu'un il meurt, on fait un papier là. Ils n'ont pas fait de document pour lui. Ils l'ont pris pour l'amener quelque part. Donc voici des choses. Et je vais encore vous dire, quand les rebelles ont libéré la Maka,
Mais il y avait aussi des miliciens. Mais des gens, ils ne savent pas. Je vais vous dire des choses. La BAE, camp de BAE, qui est situé à Yopougon, non loin de la Maca. Et c'était les membres de la BAE qui devraient surveiller la Maca, pour ne pas que la Maca soit cassée. Je vais vous expliquer des choses. Pour ne plus que les Ivoiriens fassent encore les erreurs. Hein, pour mettre des individus comme Gbagbo encore au pouvoir. Quand les rebelles descendaient du nord, ils venaient. Parce que pour passer, il fallait qu'ils passent par, comment on appelle ça, à Yopougon, le grand barrage là. Quand tu sors de Yopougon pour aller vers Dabou, bien vers truc, là où tu sors, rappelez-moi le nom là, s'il vous plaît. J'ai oublié un peu le nom. Il y a un grand barrage là. Je ne sais pas comment, j'ai oublié un peu le nom. Mais ce barrage est vers Yopougon. Quand tu sors d'Abidjan pour aller vers Dabou comme ça là, il y a un grand barrage qui est là comme ça. J'ai oublié le nom. Donc on peut parler. Mais je vais taire le nom. Voilà, barrage de Jesco. Barrage de Jesco, c'est vers là-bas, il y a le camp BAE. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la BAE qui était chargée de surveiller la prison civile, là où il y a la forêt de Banco. Mais, vraiment, voilà, Gbagbo a envoyé enfin des gens en truc. Quand les rebelles venaient, ils avaient placé des mortiers devant la prison pour repousser les rebelles. Et au sommet de l'État ivoirien, proche du gouvernement ivoirien, un ministre a appelé ceux qui montaient la garde devant la Maca pour dire qu'ils n'ont qu'à enlever toutes les armes lourdes pour amener ça parce que le président demande à ce que les armes lourdes soient déployées à Cocody et au plateau pour empêcher l'armée française d'avancer. Et ces membres de la BAE ont dit, mais et les rebelles qui quittent au nord, qui veulent libérer la Maca, parce qu'eux, ils avaient déjà les informations. Ils ont dit, non, ce n'est pas grave. Débrouillez-vous avec une seule arme, SAM 7. Ils avaient une arme. Leur mitrailleuse là, on appelle ça SAM 7. C'est ça. Ils leur ont laissé, ils leur ont dit, débrouillez-vous avec ça. Ah! Ils étaient découragés. Et puis ils leur ont partagé des kalachnikovs. Ils disent, non, surveillez la Maca. Donc avec cette seule arme, plus les kalachnikovs, ils devraient défendre le camp de la BAE et aussi la Maca. Or, les rebelles qui descendaient, ils avaient les armes lourdes de 3 bouches, de 4 bouches. Et ils étaient assis derrière leur 4x4. Avec ça, Gbagbo dit, ils n'ont qu'à résister. Avec une seule arme. Non, c'est 12-7. Voilà. J'ai dit ça, c'est 12-7. C'est comme Kalachnikov, mais c'est le grand frère en fait. C'est une arme, je ne sais pas si c'est française ou bien américaine, quelque chose comme ça. On appelle ça 12-7. C'est ce qu'ils avaient là-bas. Mais quand ils ont vu que les rebelles étaient énormes et armés jusqu'aux dents, mais ils ont laissé, ils ont replié dans la base. Et les rebelles ont libéré les prisonniers. Et pendant qu'ils libéraient les prisonniers, ils leur partageaient les armes. Et donc, la rébellion encore a pris du volume à Abidjan là-bas. Parce que tous les prisonniers qu'ils ont libérés, qui avaient la force pour combattre, ils ont pris les armes pour aller combattre Gbagbo. Mais tu sais que tu n'es pas armé, tu demandes enfin des gens d'aller combattre là-bas. Et il envoyait assez de Libériens là-bas. Et dans le camp de la BAE, les combats ont commencé. Je vais vous donner l'heure. Il faudrait que les gens le sachent. Les combats ont commencé aux environs d'1h du matin. Ils ont attaqué la BAE de Yopougon. Jusqu'à 6h, c'est là les Libériens ont dit qu'ils n'ont qu'à replier. Parce que c'était des chiens de guerre. Avec leur Kalachnikov, ils arrivaient à maintenir les rebelles en distance un peu. Et il y a un Libérien qui a pris les balles ici. Malgré qu'il saignait, mais il était en combat. Il ne voulait pas relâcher. Il dit qu'il préfère mourir au combat que d'abandonner. Parce qu'il a déjà pris des balles. Lui, il va combattre jusqu'à sa mort. Et ce sont ses amis qui l'ont attrapé
Il ne voulait pas laisser là, mais il voulait combattre. Ils l'ont attrapé pour dire non. Et ils ont posé bande ici, ils l'ont attaché, ils l'ont pris pour le faire entrer au sein de Yopougon. Donc il y avait des miliciens libériens. Je sais de quoi je vous parle. Et ce jour-là, ils ont tué assez de policiers de la BAE parce que Gbagbo leur a partagé des Kalachnikov pour dire non, qu'à se défendre. Mais attendez, un homme normal, tu sais que le camp adverse est armé. Et tu donnes des Kalachnikov. Et c'est à cause de ça, il disait qu'il est armé jusqu'aux dents. Et tu envoies enfants des gens à l'abattoir. Mais tout ça, on vous demande le bilan. Donc, lui seulement, c'était sa sécurité qui était importante. Mais les autres, leur sécurité n'était pas importante. Parce qu'ils demandaient aux autres militaires de replier sur Abidjan. Il ne faut pas, ils vont faire combat là-bas. Et les rebelles s'apprenaient à la population. Mais Gbagbo, tu es sérieux là? À Daloa, il dit prenez. À l'ouest là-bas, il dit prenez. Même à Yamoussoukro, il dit quittez là-bas. Dans toutes les villes, il dit quittez, venez à Abidjan, défendez-moi. Attendez. Donc lui, ses égos, vraiment, il est égoïste, il est ingrat. Lui, sa sécurité est importante, mais pour les autres là, non. Les autres n'ont pas besoin de sécurité. Pourquoi Gbagbo, tu es mauvais? Pourquoi tu es mauvais? On te demande le bilan. Qu'est-ce qui t'a piqué? Qu'est-ce qui t'avait piqué dans la tête pour te comporter de la sorte? Et tu sais que le pays était divisé en deux. Qu'est-ce qui t'a pas? Est-ce que tu n'as pas pris conscience pour pouvoir créer des bases militaires à peu près partout pour renforcer encore le front pour ne plus que les rebelles avancent? Il n'a même pas pris cette décision. Et il était là avec des gros verres en train de chercher la petite fille à Abidjan. Quand tu sais qu'il y a une rébellion qui est là, mais tu crées des bases militaires partout. Puisque c'est toi-même qui avais dit qu'il y avait l'argent. Et que toi-même tu finançais campagne présidentielle d'autres pays, tu leur donnais même, tu leur prêtais l'argent. Tu payais même les employés de certains pays africains. Tu donnais même l'argent à la France. Et pourquoi tu n'as pas créé des bases militaires, des bases policières, des bases de la gendarmerie, à peu près partout, dans les autres villes reculées, pour maintenir déjà un front, pour ne pas que, au cas où il y a truc, pour qu'il y ait au moins un barrage. Mais non, il dit venez sur Abidjan, voilà, et puis vous nous dites, c'est un esprit, c'est un homme comme ça, un stratège qui a poussé son peuple à mourir. Il n'a même pas donné aucune formation militaire aux gens. Et quand les rebelles attaquaient, il demande aux jeunes de bonne volonté de venir combattre. On massacre enfants des gens. Il était où? Lorsque les rebelles prenaient 60%, tout ce temps qu'il a fait au pouvoir, pourquoi il n'a-t-il pas formé des gens? Ou bien on l'avait interdit de former, de donner une formation militaire aux jeunes de Côte d'Ivoire pendant des années. S'il avait pris 3 ans pour former des jeunes et dit bon, vous allez être dans la réserve, soyez là, le jour j'aurai besoin de vous. Il n'a même pas fait ça. Le jour où les militaires, les rebelles venaient, c'est là il dit venez, et puis ils s'en vont leur partager des armes. Pour aller faire quoi? Pour aller se faire massacrer. Et beaucoup, comme ignorance, ils aimaient tellement la personne de Gbagbo, ils sont allés se faire tuer. Mais aujourd'hui, vous êtes morts. Gbagbo, il s'en fout de vos familles. Ah oui, vous êtes morts, il s'en fout. Dieu merci que je ne suis pas mort. Sinon, si j'étais mort, ma famille allait rester là. Gbagbo va faire quoi à ma famille? Il n'a même pas adressé une petite parole. C'est mon cousin qui a failli mourir. Moi, il allait être paralysé. Ils l'ont maté. Lui, c'est un militaire. Ils l'ont maté tellement il ne pouvait plus marcher. Dieu merci qu'au quartier, il y avait des jeunes qui, eux, ils étaient aussi... Ils étaient dans FSI, là. Et ces jeunes, il y avait une bonne amitié entre lui et ces jeunes parce que c'était les jeunes du quartier. Ils jouaient ensemble et tout, mais ils ne supportaient pas le même candidat, en fait. Donc, ce sont ces jeunes-là, pendant qu'ils étaient là, le tabasser les autres groupes de FSI, ce sont ces jeunes du FSI qui ont vu mon cousin, qui ont dit, ah non, laissez-le et tout, qui ont intervenu, et puis ils ont laissé mon cousin, sinon ils allaient la battre. Ils ont dit, non, il est gentil, c'est un jeune du quartier, on le connaît et tout, parce qu'il est tellement gentil, il est bien, quand il a l'argent, il donne aussi et tout. Donc, il est tellement gentil, mais il est militaire, il faisait son devoir.
il ne supportait pas Alassane. Et donc, lui, il se disait qu'il défendait la République. Et les autres, eux, ils supportaient Alassane. Donc, c'est dans ça, ils ont vu qu'ils étaient là tabasser mon cousin. Ils ont vu mon cousin, ils ont dit non, c'est eux qui ont intervenu pour demander pardon au groupe qui tabassait mon cousin. C'est là, dedans, il a eu la vie. Sauf, mais si ce n'était pas cela, il y a longtemps, il allait mourir. Et Gbagbo, votre Gbagbo, là, il a fait quoi? C'est encore ma propre famille qui a soigné ce dernier. Ce dernier n'a pas pris un franc du FPI pour se faire soigner. Est-ce que le FPI a décaissé l'argent? Oh, ce sont les membres du FPI qui avaient demandé à ces militaires d'aller au front. Mais quand beaucoup sont tombés, beaucoup ont été blessés, beaucoup ils se sont vus faire prisonniers. Ils n'ont même pas intervenu, négociation, rien. Miser un peu d'argent, rien. Leur venir en aide au sein des prisons, rien. Un parti politique comme ça, qui veut encore gouverner le pays. Mais vous voulez nous ramener à l'âge des pierres. À l'âge de la pierre. On ne veut plus ça. On veut plus ça. On veut une Côte d'Ivoire émergente. On veut encore quelqu'un qui va être encore plus puissant qu'Alassane. Alassane, il nous a montré qu'il est puissant. Mais on veut encore quelqu'un qui va être au-dessus même d'Alassane. C'est-à-dire qui va encore faire des merveilles. Plus qu'Alassane. On veut quelqu'un qui va faire sortir une magie pas possible. Qui va encore dépasser Alassane. On va dire, ah, Alassane était bon. Mais lui là, vraiment, on ne peut pas. C'est le grand frère d'Alassane. Il est trop fort. Il construit le pays. On ne peut pas. Il fait partie d'une dimension pas possible. Ce sont ces genres de personnes qu'on veut. On ne veut pas des gens comme Gbagbo qui vont encore venir gueuler, créer des parlements à Gora pour contaminer la jeunesse ivoirienne et être feignante, à ne rien faire, à jouer, à chercher des petites filles, à passer son temps à taper clavier pour arnaquer les gens. On ne veut plus ces gens de voyous. Excusez-moi, mais c'est leur nature. C'est leur nature. Il faudrait qu'on leur montre ce qu'ils sont, ces gens. On ne veut plus ça. Un homme incompétent, incapable, on ne le veut plus. Si Alassane doit partir, il doit bien choisir. Alassane doit bien choisir. Et je pense qu'Amadou Gon Coulibaly, il est bon. Mais il est un peu faible. C'est ça aussi qui me tracasse un peu. Sinon, c'est quelqu'un qui est aussi intelligent, au même titre qu'Alassane. C'est quelqu'un, malgré qu'il n'est pas président, avec sa place du Premier ministre qu'il a, c'est qu'il fait vraiment, il démontre qu'il réalise. Et un homme comme ça, on peut espérer sur lui pour dire, ah, c'est quelqu'un qui peut réaliser des choses. Mais il a un petit souci. Il n'est plus bien en forme. C'est ça aussi son problème. Excusez-moi, mais là, on vient pour tout dire. Et il consomme beaucoup. C'est ça aussi son problème. Sinon, il est intelligent, il est super intelligent. C'est un bâtisseur comme Alassane. Il est bien. Mais ça, c'est son défaut. Ce que je viens de dire. Il est un peu fatigué et il consomme. C'est ça son défaut. En dehors de ça, Amadou Gon Coulibaly, c'est un top des tops. Il joue dans la catégorie d'Alassane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de lui, je vois le petit Mamadou Touré, c'est comme ça on l'appelle, non? Mamadou Touré, lui qui avait parlé mal à Soro, c'est encore un jeune brillant. Je l'appelle, il fait partie de notre catégorie quand même. Hein? Voilà, c'est un jeune Ivoirien qui est au sein du gouvernement d'Alassane, qui est brillant. C'est quelqu'un aussi, je pense que dans 10 ans, il peut être présidentiable. Parce que c'est un jeune qui a de l'avenir. Il a la carrure, il est présidentiable. Et dans 10 ans, il peut faire l'affaire du RADP parce que c'est quelqu'un qui a un esprit de bataille, un esprit de créativité, un esprit de développement en fait, ça l'habite. Et c'est quelqu'un qui peut faire encore. Au FPI, quand je vois là-bas, il n'y a que des gueulards. Il n'y a que vraiment des plaisantins. Parmi vous, entre vous et moi, qui vous voyez au sein du FPI qui peut égaler Alassane, qui peut égaler Amadou Gon Coulibaly? Même Ahmed Bakayoko est fort. Ahmed Bakayoko, je ne parle pas de force physique, hein. Je parle hein, de l'intelligence des réalisations. Ahmed Bakayoko est mieux. Tous les hauts cadres du pays, vous les mettez ensemble pour dire, de les comparer à Ahmed Bakayoko.
ils ne vont même pas encore atteindre Ahmed. Ils doivent aller encore prendre renfort. Ou bien des mercenaires cultivés pour aller concurrencer. Alassane, lui, il ne joue pas dans la même catégorie que... Non, 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 non. Lui, il est d'une autre dimension. Il est hors pair. Il ne vient pas de ce monde. Donc, tous les membres, que ce soit militants, militantes, au cadre du pays, ils n'atteignent même pas le cerveau d'Alassane. Les compétences d'Alassane, ils n'atteignent même pas ça. Que ce soit les filles, les Goriennes du pays qui sont à Paris ici, les Goriens du pays qui sont à Paris, partout dans le monde, vous les additionnez tous, leurs pensées, leur intelligence. Vous prenez Gbagbo, plus Assou-Adou, plus Kone Katina, plus Damana Pikas, plus Simon Gbagbo, plus Nati Baba, ils n'atteignent même pas l'intelligence d'Alassane. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Au sein du pays, il n'y a personne pour le moment. Peut-être dans l'avenir, il y aura quelqu'un qui va être... Mais ils ne se sont pas encore assagis, en fait. Ils doivent apprendre auprès du RADP. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on cherchait des gens compétents. On ne savait pas qu'au sein du RADP, il y avait des gens compétents. On ne savait pas. Dieu merci qu'Alassane nous a montré qu'en Côte d'Ivoire, parmi les Ivoiriens, il y a encore des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont encore intelligents, capables d'amener la Côte d'Ivoire sur le chiquier mondial, capables de relever encore la tête de la Côte d'Ivoire, capables de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays à ne pas voir louper. C'est un pays qui rayonne. C'est un pays brillant. Et qu'il faut respecter ce pays. Aujourd'hui, personne ne peut oser tendre le doigt gauche à la Côte d'Ivoire. Tu es quitté où? Tu es né où? Tu es quitté où? Tu es né où? Et puis tu vas dire, la Côte d'Ivoire, prends ton petit doigt gauche pour dire jamais. La Côte d'Ivoire roule dans les coups des grands. La Côte d'Ivoire est parmi les grands. Si on pouvait donner encore un peu de temps à Alassane, si on pouvait donner encore un peu de temps au RADP, vraiment, même dans l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas une discrimination des peuples, mais j'aimerais un peu préciser les choses. Les gens du Nord ont beaucoup lutté pour l'Afrique. Si on parle des guerriers, là, ce sont les gens du Nord. Quand même, l'Afrique était encore Afrique, et que ce n'était pas encore divisé, il n'y avait pas Djoula, il n'y avait pas Bété, il n'y avait pas encore Dida, il n'y avait pas encore Abram Baoulé. Tout ça, c'est né après. Mais quand l'Afrique était Afrique, et qu'on parlait des empires, mais les noms, citez les noms un peu, vous allez voir. Quels sont les gens, les 10 hommes qui ont dirigé l'Afrique? Je ne parle pas d'autant des pharaons, je ne parle pas des pharaons, on laisse les pharaons d'écouter. Mais on prenait l'empire du Ghana. Quand vous le prenez, vous citez le nom, mais c'est un nom du Nord. On prend l'empire Soso, vous citez, mais c'est un nom du Nord. On prend l'empire du Mali, mais c'est un nom du Nord. On prend l'empire Songhai, mais c'est un nom du Nord. Est-ce que vous comprenez? Donc, des gens de là-bas ont été des braves hommes. Et ce sont eux qui ont créé l'Afrique. Ce sont eux qui avaient développé l'Afrique. Je dis bien, ce sont eux qui avaient développé l'Afrique. Ils contrôlaient l'Afrique. En ce temps, l'Afrique contrôlait le monde. C'était sous leur règne que l'Afrique parvenait à contrôler le monde. Kanga Moussa, il est parti à la Mecque avec des milliers de kilos d'or, pour ne pas dire des tonnes d'or. Et il allait partager ça aux Saoudiens, qui eux, ils étaient dans la faim. C'est eux qui contrôlaient encore le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce ne sont pas des enfants. Voilà quand ils ont pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire est en train de changer. Parce qu'ils ont cet esprit de bataille. Ils ont cet esprit d'évolution. Ils ont pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Prenez encore Samori Touré. Mais il vient d'où? Mais c'est un homme du Nord, même s'il est guinéen. Mais c'est un homme du Nord. Est-ce que vous comprenez? D'autres me parleront de Zokou Beri. Il n'a rien foutu, votre Zokou Beri. Il a été un plaisantin. On parle de grands leaders africains. Des grands résistants africains. Voilà. Et ceux qui contrôlaient les empires de l'Afrique, c'est d'eux je parle.
Ceux qui contrôlaient le monde avant, c'est d'eux je parle. Je ne parle pas des pharaons. En dehors des pharaons, il y avait des empires qui avaient leurs rois. Et ces rois contrôlaient le monde. Ils nourrissaient même d'autres peuples vivant en Amérique. C'était des noms du Nord. Voilà pourquoi Alassane, il est venu. Il vient d'une famille. Il est descendant d'une famille de combattants. Une famille guerrière. Une famille qui développe, qui a la rage du développement. Alassane, il a la rage. C'est comme, lui, c'est comme Drogba. Qu'on met la balle devant lui et qu'il voit les buts, il a la rage de marquer le but avec, même que ça touche une chevelure, ça marque. Que ça soit même l'une de ses dents, ça marque. Donc, de la manière Drogba est efficace devant les buts, c'est comme ça Alassane, il est efficace devant le développement. Aucun développement ne peut dépasser Alassane. Jamais, sans qu'il ne voit ça. Sans qu'il ne prenne une part pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'Alassane est un enfant? C'est un spécialiste en matière de développement. Ce monsieur, vraiment, Dieu seul qu'on peut bénir. Je m'en fous. D'autres me diront, tu es un bêté et puis tu es comme ça. Est-ce que moi je parle d'histoire de bêté? Je ne suis pas dans l'histoire de trucs d'ethnie, moi. Je supporte la personne qui peut développer mon pays parce que bientôt, Guerre complet sera papa. Et moi, un jour, j'aimerais que mes enfants voient une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire bien développée, une Côte d'Ivoire où les structures sont égales à celles de l'Europe, à celles des pays américains, à celles des pays asiatiques. Ah oui, je ne veux pas voir une Côte d'Ivoire à laquelle on va comparer au Yémen, à laquelle on va comparer à la Centrafrique, ou bien à la Somalie. Je ne veux pas la somalisation de la Côte d'Ivoire, moi. Et c'est ce que Gbagbo voulait faire. C'est ce que Gbagbo voulait faire. Alassane a compris que lorsqu'on prend le pouvoir, on ne joue pas. Quiconque veut monter une rébellion, il doit être monté sans aucune petite minute. On ne lui accorde même pas le temps de former une petite rébellion. Quiconque veut former une petite rébellion hors de la Côte d'Ivoire, il doit être arrêté avant même que sa rébellion ne voit le jour. Et c'est ce qu'il a fait. Il a traqué les Gbagbo qui voulaient faire des rébellions. Et les abbayis sont restés là-dedans. Ils font des déclarations, il dit arrêtez-les. Il n'a même pas donné une semaine, on les a arrêtés. Fille en Côte d'Ivoire. Les CKCK, ils passaient d'avion, ils savent préparer des coups d'État. Alassane dit envoyer avion là en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est votre ami? Alassane n'est pas Gbagbo. Où les avions passaient en Côte d'Ivoire, passaient devant lui. Non. Tu veux faire coup d'État, il apprend. Il a un service de renseignement performant. Et c'est ça le rôle d'un président. Gbagbo, il était où? Son service de renseignement était où? Tu es au pouvoir et tu dors. Au lieu de parler du pays, penser au pays, il était là, il pense comment il doit chercher femme demain. Comment il doit boire bouteille de, je ne sais pas, de champagne. Comment il doit, je ne sais pas, enlever le petit caleçon, la petite culotte de la petite, à qui il a donné rendez-vous le soir. Et il pensait à ce genre de choses. Comme s'il n'avait jamais connu de femme dans sa vie. Quelles sont ces âneries? Pendant ce temps, les Ivoiriens meurent. Et il est là, il s'en fout. Parce qu'il mange riz avec bleu. Parce qu'il mange foutou et sauce graine. Parce qu'il mange placari avec tikritou bien prana. Donc il s'en foutait. Il mangeait les gros poissons. Quelles sont ces manières-là? Il faut faire nous un bilan avant que tu nous parles de ta candidature aux élections présidentielles de 2020. On veut un bilan. Les membres du pays doivent adresser un bilan concret aux Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pays? Quand les Ivoiriens leur ont confié le pays, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Comme un président, comme Gbagbo, il dit, la pilule la mer, mais essayons là. Regardez-moi ça. Il a été le premier traître de la Côte d'Ivoire. C'est quelle pilule qui a fait? Soro Diom, il appelle pilule la mer. Il dit le comprimé amer, mais essayons ça. Regardez-moi des gens comme ça. Tu as essayé là, ça a donné. Donne-nous, fais-nous un bilan de ça. Tu avais dit aux Ivoiriens que c'était amer. Tu savais que c'était amer. Amer, ça veut dire qu'il est dangereux.
Mais quand même, tu nous l'as imposé. Et tu nous as dit, on n'a qu'à l'essayer. Mais tu l'as essayé là-haut. Ça a donné quoi? Fais-nous le bilan, Gbagbo. Pilule qui était amère. Et puis tu as imposé ça aux Ivoiriens, au peuple ivoirien qui ne voulait pas cette pilule. Qui ne voulait pas ce comprimé amer. Qui ne voulait pas cette nivaquine. À qui tu as demandé aux Ivoiriens d'avaler cette nivaquine qui était très amère sur la langue. Tu as dit on n'a qu'à avaler. On a avalé quand même. On veut maintenant le bilan. Cette nivaquine a fait quoi? Est-ce que ça a donné les solutions à ceux qui étaient malades? Est-ce que ça a guéri les Ivoiriens? Ah oui, parce que les Ivoiriens, ils étaient malades. On était déstabilisés. Et on était effrayés. Ça n'allait pas au pays. On avait besoin d'une solution. Pour soigner cette maladie, Gbagbo a dit c'est nivaquine qui est bien. Et c'est Soro qui était la nivaquine. Il nous a donné la nivaquine. On veut voir Gbagbo. Fais-nous un bilan. Qu'est-ce que cette nivaquine a apporté aux Ivoiriens? Il ne fait pas de bilan. Et il marche là-dessus. Regardez-moi des gens comme ça. Ils ont régné pendant 10 ans et demi. Ils n'ont jamais fait de bilan. Face aux Ivoiriens, aucun bilan n'a été dressé. Face aux Ivoiriens. Et des gens comme ça. Mais vous avez la rage du pouvoir, mais vous ne valez rien. Rien du tout. Regardez-moi des gens comme ça. Alors, je pense que c'est clair. Pour finir, j'aimerais annoncer une nouvelle ici aux Ivoiriens. Parce que grâce à Alassane Ouattara, les Ivoiriens peuvent voyager dans 56 pays au monde sans le visa. Donc, c'est un message que je veux faire passer. Au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, mes frères ivoiriens, il te suffit d'avoir un petit passeport ivoirien. Parce que le passeport ivoirien, grâce à Alassane Ouattara, est l'un des passeports les plus puissants au monde. Et les pays que je vais citer ici, d'autres me diront, oh, ce sont des pays africains seulement. Non, ce ne sont pas des pays africains seulement. Tu veux venir en Europe, il y a la solution. Tu ne vas plus mourir sur l'eau. Tu ne vas plus mourir sur l'eau. Tu vas prendre avion depuis la Côte d'Ivoire ou bien partout où tu es. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien et avoir ton billet d'avion. Mon frère, tu débarques sur le territoire européen sans traverser la Méditerranée, sans passer chez les Arabes. C'est clair. Je vais vous citer les noms des différents pays. Je vais commencer sur tous les pays, que ce soit les pays africains ou tu veux aussi aller aux États-Unis, mon frère. Tu n'as plus besoin de traverser la Méditerranée. Avion depuis la Côte d'Ivoire, ou bien avion partout où tu es. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien, je dis le passeport biométrique ivoirien. Tu débarques sur le territoire américain. Tu n'as plus besoin de te faire mater par les petits Arabes. Et donc, je vais vous citer les noms. D'abord, je vais commencer. Il y a Burkina Faso. Tu n'as pas le visa, tu peux aller au Burkina. Tu peux aller au Bénin sans le visa. Avec le passeport, tu peux aller en Centrafrique sans le visa. Tu peux aller là-bas. Il y a Cook Island. Cook Island, c'est une île sud-américaine. Tu peux aller sur cette île. Il habite 70 000 personnes sur cette île. C'est une bonne île, jolie. Ces femmes, tu veux, il y a les jolies femmes. Ils utilisent le livre anglais parce qu'ils ont été colonisés par l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ils utilisent toujours la monnaie anglaise. C'est une île qui est propre. Des jolies filles, femmes blanches comme les filles brésiliennes là. Ça est là-bas. On ne paye pas. Il n'y a pas de visa. Tu prends un billet d'avion en Côte d'Ivoire, tu payes. Mais le ticket coûte 1200 €. Donc on convertissait ça en francs CFA. Et quand tu payes ça, tu débarques sur cette île. Tu ne demandes pas de visa, mon frère. Tu pars à l'aéroport international de Côte d'Ivoire. Tu dis tu vas dans ce pays-là. Et tu débarques dans l'avion qui part là-bas. Tu pars, mon frère. Peut-être tu as décomposé. Ils vont t'envoyer dans un autre pays. De là-bas, tu vas prendre un autre vol. Oui, les visas, il faut visa. Mais je parle de l'Amérique. L'Amérique, ce n'est pas États-Unis d'Amérique seulement qui est Amérique. Je parle du continent américain. Il y a des pays où l'Ivoirien peut aller sans le visa. Donc, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique. Mais je parle de certains pays d'Amérique. Donc, il faudrait que ça soit clair. Je ne suis pas là à parler des visas. Voilà. Et maintenant, là-bas, si tu veux traverser pour aller aux États-Unis, tout dépendra de toi, de la manière dont vous traversez la Méditerranée. Et vous pouvez aussi traverser la mer ou bien, je ne sais pas, le grillage. Donald Trump n'a pas pu mettre grillage. Donc, vous pouvez marcher pour aller aux États-Unis. Il y a la République dominicaine. C'est encore aux États, c'est encore en Amérique, le continent américain. La République dominicaine,
Sans le visa, tu pars là-bas, il te suffit d'avoir le passeport ivoirien. Il y a l'Équateur. L'Équateur aussi, c'est un pays américain. Côte d'Ivoire, Équateur, il n'y a pas de visa. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien, tu débarques sur le territoire américain. Au lieu d'aller chez les Libyens pour périr dans l'eau, tu ne sais même pas si le requin va te bouffer ou pas, mon frère. Il ne faut plus aller là-bas. Côte d'Ivoire, Équateur, Côte d'Ivoire, République dominicaine, Côte d'Ivoire, Cook Island, mon frère. Tu pars, ton vol est garanti à 100%, sans le visa. Il y a le Ghana qui est là, sans le visa, avec le passeport ivoirien, tu pars. Il y a la Gambie, sans le visa, tu peux aller en Gambie, qui est à côté du Sénégal. Il y a la Guinée, Conakry, sans le visa, tu peux aller en Guinée, Conakry. Il y a la Guinée-Bissau, sans le visa, tu peux aller en Guinée-Bissau. Il y a Haïti, Haïti, vous connaissez Haïti, ça y est en Amérique là-bas. Tu peux aller en Haïti, sans le visa, mon frère. Il y a le Libéria, vous connaissez le Libéria, sans le visa, tu peux aller au Libéria. Il y a le Maroc, sans le visa, en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Maroc, mon frère. Tu peux au Maroc sans le visa. Il y a le Mali, tu peux aller au Mali sans le visa. Il y a la Mauritanie, tu peux aller en Mauritanie sans le visa. Il y a Montserrat. Montserrat, c'est une île, mais qui est un pays qui se trouve sur le territoire, sur le continent Océanie. Est-ce que vous connaissez Océanie? Océanie, c'est là-bas se trouve l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est une île, mais en même temps un pays. Cette île est un pays. Ils utilisent le dollar américain. Ça se trouve sur le continent océanique. Donc, si tu veux aller là-bas, tu peux aller. Maintenant, au cas où tu veux aller en Australie ou Nouvelle-Zélande, mon frère, tu peux continuer. De là-bas, tu peux traverser pour aller. Donc, voilà, sans prendre l'eau, tu prends avion, tu pars. Il te suffit d'avoir le passeport biométrique ivoirien. Je vais encore continuer. Il y a Micronésie. Micronésie se trouve encore sur le continent Océanie, qui parle anglais, qui utilise le dollar américain. Ils ont été colonisés par les Américains, mes frères. Ça se trouve encore sur le continent océanique. Donc, en Côte d'Ivoire, direct, tu peux aller là-bas. Sans passer par chez les Arabes. Tu ne peux plus te faire taper, tabasser, chicoter, ou bien fusiller. Est-ce que vous comprenez? Il y a le Niger. Le Niger que vous connaissez là. Avec le passeport ivoirien, tu pars là-bas. Il y a le Nigeria. Avec le Nigeria, avec le passeport ivoirien, tu pars au Nigeria, mon frère. Tu n'as pas besoin. Il y a New. New, on écrit ça N-I-E-U-E. Ça est sur le continent asiatique. Tu peux aller là-bas. Il y a Philippines. Philippines, c'est sur le continent asiatique. Tu peux aller là-bas. Sans le visa, avec le passeport ivoirien, mon frère. Il y a Kosovo. Kosovo est un pays de l'Europe de l'Est. Donc, pour venir en Europe, mon frère, tu peux prendre le passeport biométrique ivoirien, tu débarques à Kosovo, et de Kosovo, tu es en Europe, mon frère. Au lieu de mourir dans la Méditerranée, c'est un pays de l'Europe de l'Est. Kosovo. C'est pas loin, c'est ici, c'est tout près ici. Pourquoi aller te faire tuer encore dans la mer? Prends vol, tu pars en Kosovo. De Kosovo, si tu veux aller en Allemagne, tu veux aller en Pologne, tu veux aller en France, tu veux aller en Italie, je ne sais pas, en Finlande, en Suède, mon frère, tu vas tout faire pour aller. Rien ne peut encore t'arrêter. Tu feras tout pour aller. Au cas où on t'attrape, tu dis, je demande asile. Ah oui, on t'attrape, tu dis, donnez-moi asile. Tu demandes en même temps asile, c'est-à-dire il faut préparer ça dans ta tête. Dès qu'on t'arrête, tu dis, mais policier, je demande asile. Mais tant qu'on ne t'arrête pas, tu continues ton chemin, tu pars le pays qui te convient. Voilà. En dépasse ça, il y a le Rwanda, que vous connaissez, sans le visa, tu peux aller au Rwanda. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien. Il y a Singapour. Singapour, ça y est sur le continent asiatique. C'est un pays prospère aussi. Ils ont le flic, ils ont le jeton, mais là-bas, on ne joue pas. Si tu fais le deal, on t'attrape, c'est 20 ans de prison ferme. Ils ne jouent pas. Mais ils ont le jeton. Singapour, c'est vers l'Asie. Ce n'est pas loin de la Chine. Il y a Sierra Leone, que vous connaissez. Sans le visa, tu peux aller là-bas, mon frère. Il y a le Sénégal. Sans le visa, tu peux aller au Sénégal. Il y a Saint-Kitts et Nevis. Bon, là, je ne sais pas si ce sont des îles africaines. Là. Je ne sais pas. Mais El Salvador. El Salvador, c'est une île américaine, sud-américaine. Donc, si tu veux aller en Amérique, mon frère, tu peux aller à El Salvador. Il y a Turks
Caïco Island. Je ne sais pas si c'est une île africaine ou ça, je ne sais pas. Mais vous pouvez chercher sur Internet. Turks, c'est écrit Turks. Maintenant, vous séparez Inde, c'est écrit A-N-D. Et puis, vous séparez Caïcos, c'est écrit C-A-I-C-O-S. Iceland, Iceland, vous connaissez. I-S-L-A-N-D-S. Donc, c'est une île, mais je ne sais pas sur quel continent c'est situé. Que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Asie, ça, je ne sais pas. Voilà. Il y a le Tchad. Le Tchad, tu peux aller au Tchad sans le visa. Il te suffit d'avoir un passeport ivoirien. Il y a le Togo. Tu peux aller au Togo sans le visa. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien. Il y a la Tunisie. Tu peux aller en Tunisie sans le visa ivoirien. Il te suffit d'avoir un passeport ivoirien. Tu prends le vol Côte d'Ivoire-Tunisie direct. Il y a aussi Saint-Vincent. Saint-Vincent, je ne sais pas de quel continent ça est. Si c'est Afrique ou je ne sais pas. Et il y a les Grenadines. Je ne sais pas c'est où. Sur quel continent. Maintenant, je vais vous donner d'autres noms. Il y a l'Arménie. L'Arménie est un pays situé entre la Turquie, l'Iran et la Russie. Donc, c'est un pays qui est situé là-bas. On appelle ça l'Arménie. Ce n'est pas aussi loin de la Syrie. Voilà. Donc, voici un pays encore. Pour ceux qui veulent aller en Turquie, ou bien qui veulent aller en Russie, ou bien qui veulent aller en Iran, voilà l'Arménie. Ça y est là. Il y a Azerbaïdjan. Azerbaïdjan est un pays qui est très riche, qui faisait partie de l'Union soviétique avant, qui est à côté entre la Russie et la Chine. C'est un pays qui est bien riche. Voilà, eux, ils ne voyagent pas comme ça. Ils ne partent pas en exil. Ils sont chez eux parce qu'ils ont le jeton. Ils ont assez de pétrole, leur terre est riche. Donc, si tu veux aller en Azerbaïdjan, mon frère, tu prends ton billet d'avion, tu pars. Dans ça, il n'y a pas de truc. Tu ne peux pas mourir encore dans la mer. Hein? Il y a Bangladesh. Bon, Bangladesh est un pays pauvre qui est à côté de l'Inde. Donc, si tu as des tendances suicidaires, tu peux aller en Bangladesh. Hein? Mais je ne conseille pas ça à quelqu'un. Il y a Bélarus, la Biélorussie. Est-ce que vous connaissez? C'est un pays qui n'est pas loin de l'Europe ici. C'est un pays même qui faisait partie de l'Union soviétique, qui a eu son indépendance maintenant, qui est entre la Russie, la Pologne et l'Ukraine. Donc, de la Biélorussie, si tu arrives en Biélorussie, mon frère, tu n'as pas besoin d'avoir visa. Tu arrives en Biélorussie, tu peux fuir pour entrer en Pologne, tu es en Europe. C'est dans quoi tu t'en vas te jeter dans l'eau chez les Libyens, tu cherches quoi là-bas? Mon frère, voilà une route. Voilà une route pour venir en Europe. Voilà une route qui est en face de toi. Tu laisses ça pour aller mourir. Tu laisses ça pour te donner aux Libyens. Tu laisses ça pour te donner aux Marocains. Tu cherches quoi là-bas? Prends, tu veux venir en Europe, mais voilà pays. Arrivé ici, tu peux fuir pour rentrer sur un territoire européen. Et là, voilà, tu demandes asile. Il y a Cambodge, les Cambodgiens. Ça, c'est en Asie là-bas. Vous connaissez Cambodge. Voilà, ça, c'est en Asie là-bas. Si tu veux aller au Cambodge, les Cambodgiens et tout ça, c'est un pays de l'Asie. Tu peux aller là-bas, tu n'as pas besoin de visa. Il te suffit d'avoir ton passeport biométrique ivoirien. Il y a les Comores. Comores, ça, c'est vers Madagascar. Ce n'est pas loin de Madagascar, mais je ne te conseille pas là-bas parce que c'est... là-bas, ils sont pauvres. Il y a Djibouti, Djibouti que vous connaissez. Ça y est, en Afrique de l'Est, là-bas. Donc, voilà ça. Il y a l'Égypte. Tu peux aller en Égypte sans le visa. Il te suffit d'avoir le passeport ivoirien. Il y a la Géorgie. La Géorgie est un pays de l'Europe, de l'Est. Donc, les Géorgiens, eux-mêmes, ils fuient, ils viennent ici, à Paris, tout ça là. Ils partent en Belgique et tout. De là-bas, tu peux fuir pour rentrer pour business. Ou bien, quand tu vois les barrages, tu contournes les policiers, tu marches dans la forêt, tu sors de l'autre côté, tu pars, mon frère. Et tu vas venir en France, au lieu d'aller te donner aux Libyens. Imaginez que vous êtes 4 personnes, vous débarquez là-bas, vous regardez la route, et vous prenez, vous marchez, ou bien vous faites tout, chacun paye son vélo. Papa, sur la route, vous voyez barrage. Vous rentrez dans la forêt pour continuer, vous continuez. Et puis c'est l'été. Hein, il n'y a plus de fraîcheur là. Le temps est beau. Donc, voilà. Ça peut faire votre affaire. Il y a l'Irak. Tu veux aller en Irak, mais tu n'as pas besoin de visa, mon frère. Tu prends avion, tu pars en Irak. C'est au Moyen-Orient là-bas.
Il y a la Jordanie. Jordanie. Tu n'as pas besoin du visa. Il te suffit d'avoir ton passeport ivoirien. Tu peux en Jordanie. Il y a le Kenya. Kenya, tu n'as pas besoin du visa. Tu prends ton avion, tu pars au Kenya avec ton passeport ivoirien. Il y a Laos. Laos, peut-être, c'est une île africaine, je pense. Il y a Saint-Lucia. C'est une île africaine, je pense. Il y a Madagascar. Madagascar, oui, c'est un pays africain. Voilà, il y a Mako. Mako, c'est un pays, je pense, africain. Saint-Lucia, je pense que ça est en Amérique latine là-bas, je pense. Maldives, ça c'est un truc africain. Mozambique, ça c'est un truc américain. Je dis américain, c'est un pays africain. Il y a Malaisie. Les Malaisiens, ils sont riches. Malaisie Airlines, vous avez déjà entendu ça, Malaisie Airlines. Là-bas, tu n'as pas besoin du visa, mon frère. Ça y est, en Asie, là-bas. Ils sont encore, mais ils ne jouent pas. Il ne faut pas aller là-bas pour faire trafic de drogue. Tu fais ça là-bas, on t'attrape, c'est 50 ans de prison. Eux, ils ne jouent pas. Hein. Leur code pénal en matière de drogue, ça ne s'amuse pas. Hein. On t'attrape, ton gouvernement ne peut rien faire. Eux, ils ne jouent pas. Ils t'attrapent, c'est 60 ans. Il faut savoir que tu es mort en même temps. Il ne faut pas rentrer dans l'histoire de trafic. Mais si tu travailles correctement, mon frère, tu peux t'en sortir. Ils ont le ligri. Le ligri. Il y a Nicaragua. Nicaragua, c'est en Amérique. Je pense que c'est une île qui est entre le Venezuela et la Colombie. Ainsi que le Brésil. C'est à côté là. Donc, ça y est, entre le Venezuela, la Colombie et le Brésil. Donc, si tu veux aller débarquer là-bas, tu peux aller. Tu veux femme brésilienne, mon frère, va chez Nicaragua. Tu veux business en Colombie, le pays de Pablo Escobar, vas-y en Nicaragua. Tu veux faire business, Maduro, vas-y en Nicaragua. Mon frère, ça va t'accueillir les bras ouverts. Maintenant, de là-bas, si tu veux progresser sur l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, mon frère, tu peux aller. Les gens même, ils quittent là-bas pour aller aux États-Unis. Hein. Il n'y a rien de truc. Donc, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, mon frère, si tu es ivoirien ou ivoirienne, voilà des pays. Tu peux aller. Tu peux aller là-bas. L'aventure là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui partent au Mali en aventure? Il n'y a pas des gens qui partent au Mali en aventure. Il y a des Ivoiriens même qui sont au Burkina en aventure. Sachant bel et bien que la Côte d'Ivoire pèse économiquement que le Burkina. Mais les Ivoiriens, ils s'en vont là-bas quand même en aventure. Mais pourquoi ne pas aller là-bas? Oh, ces pays-là sont riches que la Côte d'Ivoire. Hein? Nicaragua, c'est 1000 fois riche que la Côte d'Ivoire. Donc, tu peux aller là-bas, mon frère. Pour toi, va sortir. Il y a Népal. Népal, c'est un pays aussi. Pour toi aussi, va sortir. Il y a Palo. C'est aussi un pays. Voilà des pays. Ce ne sont pas des pays africains. C'est Asie, Amérique, Asie, Amérique, Asie, Amérique et aussi Europe. Et Océanie. Il y a Seychelles. Seychelles, je pense que c'est en Afrique. Sao Tome et Principe. East Timor. Bon, ça, je pense que ce sont des trucs africains. Donc, voici les différents pays dans lesquels l'Ivoirien peut aller sans le visa. Tout ça grâce à Alassane, parce que sa diplomatie a été très forte. Autant de babouins que tu pouvais même sortir pour aller, ces visas, ils vont te taxer. Parce qu'il était nul en matière de diplomatie. Il était très nul sur tous les plans. Il ne pouvait même pas négocier. Qui allait même permettre à un Ivoirien même de sortir même? Tu es pauvre, tu vas aller envahir le pays des gens. À quoi ça, il refusait sous le régime de Gbagbo? Il dit non, non, parce que s'il donnait cet accord, tous les Ivoiriens, ils allaient fuir pour aller dans... Mais ils savent qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça va économiquement. Donc, ils ont besoin des Ivoiriens. Ils disent aux Ivoiriens, venez, il n'y a pas visa, venez, prenez vos passeports, venez, venez. Venez, tu peux aller. Parce qu'ils savent que tu ne pars pas pour les envahir. Au cas où tu pars pour rester là-bas, tout dépend de toi. Mais... mon frère, tu as les moyens. Dès le début, je conseille à tous ceux qui aimeraient sortir de la Côte d'Ivoire pour aller dans ces pays. Quand tu pars, il faut avoir un peu d'argent sur toi. Parce que les débuts, ça ne va pas être facile pour toi. Donc, si tu n'as rien, tu vas devenir mendiant là-bas. Ou bien mendiante. Il faut au moins avoir 6 millions ou bien 5 bâtons sur toi comme ça. En dehors de ton billet d'avion, là, tu as au moins 5 bâtons sur toi. Ou bien 3 bâtons. Et tu convertis ça en dollars. 3 bâtons, tu convertis ça en dollars, là, ça y est sur toi.
Au cas où tu pars et puis c'est mou la situation, tu manges en attendant que tu cherches une solution. C'est très important. Ne partez pas là-bas les bras bredouilles et aller dans le pays des gens dormir au dehors comme des petits clochards, rester là mendier. N'allez pas humilier la Côte d'Ivoire. Quand tu pars quelque part, tu ne connais personne, il faut d'abord avoir le jeton, le ligri, le dollar, hein, le guet. Il faut avoir le guet un peu. C'est très important. Donc, c'était la vidéo du soir. Malaisie, oui, vous pouvez partir en Malaisie. Malaisie, sans le visa, tu pars en Malaisie. Hein. D'autres ont retenu seulement Malaisie. Ça, c'est en Asie, hein, Malaisie Airlines. C'est en Asie, c'est pas en Europe. Hein. Donc, tu peux aller en Malaisie. Tu peux t'en sortir. Ce sont des pays hein, où il y a le jeton. Mais là-bas, il ne faut pas jouer. Hein. Maintenant, si tu veux faire trafic, tout dépend de toi. Va en Amérique là-bas. C'est là-bas on fait trafic. Tu vas en Malaisie, on t'attrape, c'est 60 ans. Eux, ils ne jouent pas. Hein. Code pénal, ils t'attrapent seulement là, mon frère. Et il faut te suicider en même temps parce que ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec leur code pénal. Qui vous a dit que ce sont des pays pauvres? Vous ne connaissez même Malaisie, tu peux comparer l'économie malaisienne avec l'économie ivoirienne. Même Malaisie, concurrence entre la France, et toi tu dis que ce sont des pays pauvres. Ah, mon frère, faut te renseigner quand même. Hein? Va voir l'économie malaisienne et tu vas comparer. Biélorussie, là, c'est riche que la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas comparer des pays. Il faut te renseigner. Hein. Nicaragua, là, eux, ils sont riches là-bas, ils ont le pétrole. Ils ont du pétrole. Tu penses, c'est des gens comme les Saoudiens. Si tu me dis Philippines est pauvre, oui, je vais te comprendre. N'allez pas en Philippines. Eux, là, ils sont pauvres. Hein. Ils sont pauvres. C'est des gens qui sont très pauvres. Mais leurs femmes aiment bien les Noirs. Donc, si tu pars là-bas, c'est que ces femmes seulement tu peux avoir, mais tu ne peux pas avoir boulot. Là, je te préviens. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, je vous remercie infiniment. Il dit, si tu as les tendances suicidaires, va en Malaisie. Donc, ceux qui aimeraient suivre les études, vous pouvez aller en Biélorussie. Ils vont vous donner une bonne... Voilà, il y a d'autres qui veulent suivre leurs études et tout. Tu pars là-bas, mon frère. Voilà, tes parents t'aident chaque fin du mois et tu suis tes études correctement. Eux, ils ont une science bien développée que nous. Donc, tu peux aller faire tes études dans d'autres matières. Voilà, donc, et tout, voilà. Donc, si tes parents ont les moyens pour te soutenir, tu pars là-bas dans le but de continuer tes études. Tu n'as pas besoin de faire une procédure de visa. Tu pars là-bas, tu dis, je veux m'inscrire dans une université. Tu t'inscris. Donc, les gens, ils ne vont plus t'arnaquer en Côte d'Ivoire pour dire, il faut donner 3 millions et faire visa pour toi. Tu n'es plus dedans. Tes 3 millions, tu gagnes ça, tu payes billet d'avion. Bah, tu es là-bas. Et tes parents, ils te soutiennent. Tu as fin du mois, ils te donnent quelque chose pour que tu puisses manger, suivre tes études. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat dans ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire pour ceux qui veulent étudier à l'étranger. Il dit Makono. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Des pays très... Non. Timor, c'est en Asie. Voilà, donc voilà. Il y a un qui connaît, il dit Timor, c'est en Asie. Voilà, donc il y a des... Maintenant, c'est pas à vous de dire c'est pauvre. Il ne faut pas les noms vont vous orienter pour dire c'est pauvre. Les noms que j'ai cités là, à vous de faire des recherches. Pour voir est-ce que ces pays-là, vous comparez les différents pays. Est-ce qu'ici, il y a l'argent? Est-ce que c'est riche? Est-ce que vous comparez comment les gens ils vivent là-bas et tout, ils utilisent quelle monnaie? Est-ce que leur monnaie est lourde? Est-ce que... Et vous comparez pour voir, ah, donc ce pays-là, c'est bon. Si ça te tient à cœur, quand tu vois la description, tu vois leur ville, le peuple, est-ce qu'ils sont racistes? Il faut te renseigner sur Internet et tout, et tu vois leur mode de vie et tout. Quand tu vas voir tout ça, tu dis, ah, ce pays-là me convient. Et paf, tu prends ton billet d'avion, tu débattes là-bas. C'est comme ça on fait. Il ne faut pas attendre le nom pour dire, ah, ils sont pauvres. Non, 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 non. Toi, tu peux comparer Malaisie et Côte d'Ivoire. Mes frères, arrêtez ça quand même. Vous n'attendez pas Malaisie, là, eux, ils ont beaucoup d'argent, ils ont l'argent. Hein. Si vous me dites, Géorgie est pauvre, oui.
Mais de la Géorgie, tu peux venir en Europe, tu vois. Donc, ce sont des pays de transit, en fait. Tu peux passer par là-bas pour venir en Europe, puisque ça est déjà en Europe. C'est un pays européen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas dans l'espace Schengen, mais c'est un pays européen. Donc, au lieu de traverser Libye, sortir un truc où ton voyage n'est même pas garanti à 100%, peut-être tu vas mourir dans le désert ou dans l'eau, tu ne sais même pas. Oh, si tu arrives en Géorgie, tu ne peux pas mourir, non? De la Géorgie, tu prends route. Tu peux venir en France ou bien en Allemagne et tout. Voilà, c'est ce que je suis là à vous montrer en fait. Ce sont des pays où vous pouvez passer pour gagner à temps. Bangladesh, non, non, non. Ouais, géographie, Poitat. Il y a plein de pays qui sont pas dedans, hein. Renseigne-toi, frère. Ah, mais si j'ai oublié d'autres pays, mais bon, toi tu es en Belgique et les autres en Irak. Mon Dieu, l'Arménie. C'est un peu de respect, hein. Vous qui venez insulter là. Exactement, de la Géorgie, tu peux venir. En Irak, oui, je veux USA. Et lui, Kofi Champi, il dit il veut USA. Mais bon, ceux qui veulent aller aux États-Unis, il y a des pays, il y a des îles là-bas. Vous partez là-bas, de là-bas, vous partez aux États-Unis. Hein? Les Haïtiens, là, eux, là, ils courent, ils s'en vont aux États-Unis. Beaucoup partent là-bas. Hein? Est-ce que vous savez ça? Ah bon? Il y a des circuits où ils passent, ils s'en vont aux États-Unis. Trump, il lutte avec eux à la frontière mexicaine. Il refuse tout le temps, beaucoup. Et Africain, il est fort dans ça. Un Africain, un vrai Africain, dur, là. Quand il arrive à la frontière, il sait quelle solution trouver, il traverse. Trump va s'énerver, mais il est déjà au State. Trump, il va s'énerver. C'est fini, mon frère, tu es au State. Tu as commencé à faire boucan. Donc, ceux qui veulent aller au State, hein, Trump, il n'a pas pu construire le mur, mes frères. Un vrai Woody africain, il sait. Même s'il y a des gardiens qui surveillent, tu sais comment faire. Tu vas les faire endormir et tu gagnes à temps. Tu t'en chez ton marabout Madou. Tu sais que tu vas décoller là. Quand tu arrives là-bas, tu dis à la frontière, là, faut pas, quand tu vas passer, il ne faut même pas les gardes frontaliers vont te voir même. Et tu te faufiles parmi eux, tu y arrives. Trump, il sera étonné, il va dire, mais comment vous l'avez laissé? Ils ne connaissent pas. Ces petits Ivoiriens. Donc avant d'aller là, tu t'en vas voir Madou. Tu dis, ah, connais, il faut faire le zamou. Et tu fais ça. Ça est là. Et puis tu gagnes à temps, mon frère. Tu es prêt. Tu es bien lavé. Guigui. Partout tu frappes là. Pour toi sort. Là où tu rentres là. Pour toi sort, mon frère. Tu arrives seulement là. Pour toi sort. Est-ce que c'est... Ne vous oubliez pas. Hein? Donc je vous ai montré les pays. À vous de jouer. Au lieu d'aller chez les Libyens, Libyen, lui, il déshabille. Tu as ton zamou, il déshabille, il coupe. Il ne joue pas, mes frères. N'allez pas. Si tu as ton zamou, tu pars en Libye, il te voit, il dit Chiniada, Chiniada. Il enlève un gros couteau et puis il coupe. Et puis il te gifle. Quand tu as Zamou libyen, il te supprime, il pense que tu es un sorcier. Il dit Chiniada. Moudi, Chiniada. Tu dis, ah ma fille, chérie, ma fille. Et puis il t'attrape des giflets Kalachnikov. Ils prennent Kalachnikov où on attrape là. Et puis il te tape la bouche. Donc n'allez pas là-bas. Hein. Sinon ils vont gâter vos amours. Allez-y là où vous pouvez aller. Et tout. Voilà, donc, Komadou, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'est très important. Zamou traverse l'eau, mes frères. Tu es dans l'avion, Zamou. Ah, vous pensez que tous ceux qui sont dans l'avion, ils laissent... Venez ici, vous allez voir les Gambiens. Eux, ils ont fait comment pour avoir leur Zamou. Vous voyez dans leur aile, là, c'est chargé, on dirait femme qui a porté à Oulaba. Les Sénégalais, les Gambiens, eux là, ils sont dans ça. Hein. Vous les voyez, ils attrapent les belles filles là. Eux, c'est un médicament de femmes, ils font seulement. Quand ils rentrent au pays, ils reviennent, c'est un médicament de femmes. Ils attrapent filles des boss là.
Tu le regardes, il est vilain. Mais la fille, elle est belle, elle est posée, tu vois, elle a tout. Mais elle court derrière le faux type là. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as vu derrière celui-là? Elle dit, je l'aime. Tu dis, mia. Donc, ils ont fini un jamou de femmes. Voilà. Quand il vient seulement là, c'est Babadi. Donc, il ne faut pas laisser ta petite à un Sénégalais ou bien à un Gambien. Master. Oh non, ils vont détourner la petite. Surtout Gambien. Eux, ils ne jouent pas les femmes. Donc, quand ils viennent ici seulement là, eux, c'est business femme. Voilà. C'est business et femme. Ta femme, elle côtoie un petit Gambien, c'est fini. Hein? Elle va te chasser de la maison un bon matin. Il ne joue pas. Il dit, bro, je la veux. Tu dis, c'est ma femme. Il dit, je m'en fous. Femme aussi, elle va dire, ah, lui aussi, il me plaît. C'est fini, mon frère. Mais il faut avoir enfant avec ta femme. Elle va te laisser. Parce que petit Gabi a déjà fait Zamou sur elle. Donc, vous comprenez. On peut traverser l'eau avec un Zamou. Si tu es dans l'avion, bien sûr. Si tu es dans l'avion, c'est pas faute. Les Gambiens et Sénégalais. Zamou prend pas. Aux Européens. Ok, donc ciao, ciao, on est ensemble, c'était l'incontournable.